Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier live e-santé en direct de Santexpo qui aura pour thème Innover avec Hôpital Manager. Alors Grégory, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand j'interviens lors des formations, il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est qu'est-ce que c'est l'innovation? Et en fait c'est un concept, les gens ont tous en tête que globalement c'est bien. Mais ils sont mal à l'aise quand il faut expliquer ce que c'est, d'où ça vient, comment ça se passe. Et justement, j'ai envie de poser la question à toi. Qu'est-ce que tu pourrais me raconter, toi, sur l'innovation? Alors, en préambule, je voudrais partager avec vous une citation de Peter Drucker. Cette citation, donc, est l'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Merci beaucoup, Grégory. Alors, c'est vrai qu'en France, on connaît plus Michel Drucker que Peter. La légende ne dit pas s'il faisait du vélo. Mais Peter Drucker, c'était vraiment quelqu'un qui est considéré comme le pape du management. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit sur le management dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est la notion de mouvement perpétuel. Pardon. Ouais. C'est donc la notion de changement perpétuel. C'est l'innovation systématique. Pour y arriver, eh bien, on doit changer sans cesse. Et le changement ne doit pas être quelque chose de subi, mais de quelque chose de désiré. La deuxième partie de la définition est très intéressante pour les décisions courageuses, et notamment quels sont leurs points de départ. Mais sur le changement comme une opportunité, je voudrais vous raconter une anecdote. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans environ chez Softomedical. On avait pour objectif de travailler sur l'identité de nos produits, de nos applications. Et on avait fait appel à un cabinet de conseil pour nous aider. Et donc, j'ai aidé cette personne à préparer l'atelier avec la direction, avec le comité de direction de Softomedical. Et on devait définir un certain nombre de valeurs. Là, les slides changent là. Et donc, avec cette personne, on prépare et je lui dis, tu vas voir, il y a une valeur. Attends, Greg, je gère ça. Il y a une valeur qui va ressortir dans cet atelier, c'est la capacité à se remettre à cause et à évoluer. Et alors, il me dit, cette personne, non mais ça, dans ce genre d'atelier, ça sort jamais, ce genre de choses. On parle toujours d'innovation, de user centricity ou quoi que ce soit, mais ce genre de choses, c'est assez rare. Alors, là où il a raison, c'est qu'effectivement, l'innovation et la user centricity, c'est ressorti pendant l'atelier, mais le premier élément qui est arrivé et qui a été énoncé par le comité de direction de Software, c'était la capacité à se remettre en cause et à changer. Et je trouve que c'est assez caractéristique d'un certain état d'esprit pour avancer. Non, là, c'est les speakers. Pour vous accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Grégory Rougrand, qui est directeur produit chez Software Medical, issu d'une formation universitaire d'ingénieur biomédical à Polytech et qui travaille depuis 15 ans dans la e-santé. Et à ma gauche, Nicolas Bonavent, qui est responsable de la conception des expériences utilisateurs chez Software Medical. Il est à ses heures perdues enseignant à Polytech Marseille également et membre actif de l'association des designers francophones FLUPA. Tout à l'heure, je vous parlais à travers Peter Drucker des décisions courageuses, d'où elles viennent. Et en fait, la capacité à innover, c'était l'objectif d'une des plus grandes conférences TED. C'est la conférence TED la plus vue, une conférence de Simon Sinek, qui s'appelle donc les Golden Circles. Vous voyez le schéma. Il y a 3 cercles concentriques, le why, le how
et le watt. En fait, et le postulat de base de cette conférence, c'est de se dire que lorsqu'on communique, lorsqu'on conçoit quelque chose, lorsqu'on parle à ses collaborateurs, il faut aller du why vers le what et pas l'inverse. Et d'ailleurs, il est tellement persuadé qu'il a écrit un livre qui s'appelle Start with Why, qui est un ouvrage de référence du management moderne. Et en fait, ça demande à tout un chacun, ou une entreprise, une organisation, de se demander mais pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Quelle est notre mission? Quel impact est-ce qu'on veut avoir sur notre entourage? Et en fait, c'est une approche systématique de remonter vers le problème que rencontrent les gens, le problème qu'on veut résoudre, et ensuite d'aller vers la solution. Et c'est comme ça, chez Softo Medical, que nous concevons nos solutions, en partant du problème pour aller vers la solution. Donc, Nicolas vient de nous parler de l'importance de remonter au problème. Donc, cette liste de points d'interrogation que vous voyez à l'écran symbolise tous les problèmes que nous pouvons identifier, et ils sont nombreux aujourd'hui dans le quotidien des professionnels de santé sur nos établissements. Et nous avons choisi aujourd'hui trois problèmes, 3 sujets qui sont en adéquation avec notre thématique du jour et que nous souhaitons partager avec vous. Le premier, donc, c'est que les PS, les professionnels de santé, font face à un excès de charge mentale. Et nous savons que cela peut avoir des conséquences importantes. Le deuxième est que la réglementation et les process peuvent parfois être perçus comme peu facilitants. Le troisième est que les professionnels de santé souhaitent davantage associer les patients à la démarche thérapeutique. Et on va voir que l'expérience patient est tout à fait importante aussi un peu plus loin dans la présentation. Merci Grégory. Là, effectivement, on parle des problèmes, mais Softo Medical est un éditeur de logiciels et on doit amener des solutions ou des services à ces problèmes-là. Et pour faire un bon produit, nous sommes convaincus de plusieurs choses. Le premier point, c'est au niveau de l'itération des méthodes. L'idée, c'est pas de travailler très longtemps tout seul dans son coin et de voir à la fin de ce cycle de travail ce qui se passe. C'est de travailler avec nos clients, de prendre du feedback très régulièrement, d'apprendre de ces retours et d'itérer pour améliorer sans cesse nos solutions. Le deuxième élément, c'est la collaboration des parties. Je crois que faire un produit digital n'a jamais été aussi complexe. Ça demande une quantité de compétences très spécifiques, des compétences métiers, des compétences réglementaires, des compétences en gestion de produits, des compétences en design, des compétences en data, des compétences en technique, des compétences en marketing. La liste est incroyablement longue et faire un bon produit, c'est trouver la synergie, la symbiose entre tous les talents de vos collaborateurs quelque part. Et ça demande donc des capacités à aligner, à fédérer qui sont très fortes. Et le dernier point, c'est l'empathie dans la conception. Ça fait le point avec les slides précédentes. C'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pour qui est-ce qu'on les fait, quels sont leurs problèmes. Et c'est ça que nous voulons adresser. Et donc ça passe par une parfaite compréhension des mécanismes de l'expérience utilisateur. Une autre manière de représenter ça, c'est le petit diagramme qu'il y a sur la droite. C'est faire un bon produit, c'est se trouver à l'intersection de l'humain. Votre produit doit être désirable, doit être utilisable. Des aspects de l'entreprise, il doit être viable. Au niveau donc de la technique, il doit être faisable. Et au milieu, en fait, quand on est au centre de ces 3 points, il se passe quelque chose. Mais pour l'instant, je peux vous dire ce qui se passe quand on est au milieu. Mais rassurez-vous, je vous le dirai à la fin de la conférence. Merci Nicolas. Donc, je pense que vous avez deviné le premier thème que nous allons développer ensemble grâce à l'illustration que vous avez à l'écran. On va parler de charge mentale et la charge mentale des soignants en particulier.
L'excès de charge mentale, donc, on veut l'illustrer à travers 2 chiffres qui sont issus d'une étude française de 2022. Le premier chiffre donc, est que 90% des médecins hospitaliers déclarent une exposition au stress. Et le deuxième chiffre qui est tout à fait parlant est que 66% pensent que le digital peut aider à faire gagner du temps et réduire la charge mentale. Il y a une autre étude qu'on va vous citer, c'est une étude un peu plus ancienne, c'est une étude américaine de 2011. C'est une recherche universitaire faite par un laboratoire de Houston qui en fait a fait une étude sur l'utilisabilité des dossiers patients informatisés. Et donc ils décrivent 14 critères ergonomiques pour arriver à une bonne expérience utilisateur dans les DPI. Et donc il y a 14 critères. Et dans ces 14, il y en a 2 qui s'appellent le design minimaliste et le deuxième, c'est la charge cognitive. Et ces 2 critères, ils ne sont pas totalement étanches, hein. Si on devait les résumer de manière très simple, c'est que plus vous allez afficher d'informations à l'écran, moins il va comprendre rapidement et plus il va mettre de temps à accomplir une tâche. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est comme ça que le cerveau humain marche. Et il faut l'accepter, je crois. Hein. Et pour illustrer ces 2 points, nous allons vous mentionner 2 verbatims qui ont été récoltés lors de sessions de tests d'utilisabilité, justement, de nos solutions. Le premier, je cite, « Là, on a l'impression qu'on nous facilite la tâche. On a peur d'être source d'erreur. Donc, si c'est plus clair, on est soulagé. » Et je crois que c'est très intéressant. C'est plus clair, on est soulagé. On diminue la densité informationnelle et on améliore, on soulage quelque part, d'un point de vue cognitif, l'utilisateur. Je trouve que la phrase « on a peur d'être source d'erreur », c'est quelque chose de très important. Et dans l'étude 2022, un des 5 facteurs sources de stress qui sont mis en évidence, c'est le nombre sans cesse croissant de procédures en l'encontre des soignants. Ce qui contraint bien sûr les professionnels à être de plus en plus vigilants sur la traçabilité et donc quelque part sur la maîtrise et la lisibilité, la clarté des outils. Et le dernier point, c'est plus lisible et plus épuré, c'est plus reposant. Là aussi, on est vraiment... plus vous allez avoir respecté les bonnes pratiques ergonomiques, plus vous allez soulager l'utilisateur et plus il va pouvoir se concentrer sur sa tâche. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. L'objectif n'est pas que l'utilisateur soit concentré sur l'outil, mais sur la tâche qu'il doit accomplir au bénéfice du patient. Merci Nicolas pour le partage de ces verbatims, de ces éléments qui sont éclairants. Et je vous propose de partager ensemble donc, comment la mobilité peut contribuer à réduire la charge mentale des soignants. Alors attention, il ne s'agit pas de donner un appareil supplémentaire en plus dans les mains d'un soignant qui sont déjà bien chargés et qui ont de quoi s'occuper dans le soin des patients avec des instruments de tout type dans les mains. On sait que ajouter un instrument mobile dans les mains des soignants serait de nature, au contraire, à augmenter la charge mentale. Donc ici, l'idée est de pouvoir leur apporter cet outil au bon moment, intégré à leur quotidien, de manière complètement transparente. Donc comment? Notamment dans une tournée de surveillance, le soignant va pouvoir rapidement switcher, et on verra tout à l'heure à l'aide d'une vidéo de quelle manière il peut le faire de manière précise. Il pourra switcher entre son PC qui est sur le chariot dans le couloir et son device mobile, donc pour se diriger au chevet du patient. Au chevet du patient, il va pouvoir tracer directement l'information. On va lui réduire la charge mentale, surtout en diminuant l'effort de mémoire qu'il va devoir faire entre le lit du patient et sans cesse revenir
donc au PC qui est sur le chariot dans le couloir traditionnellement. Et par ailleurs, la saisie qui va se faire directement au chevet du patient, forcément, sera plus fiable. On aura moins d'erreurs, une qualité du coup de données qui sera plus intéressante et ce qui permettra de contribuer à rassurer les soignants également dans ce cadre-là. Quoi de mieux pour illustrer ce cas d'usage que nous venons de partager avec une vidéo d'un client qui utilise nos solutions mobiles dont nous venons de parler, qui est l'hôpital maritime de Zuidcote. Je vous propose de partager la vidéo. Donc on doit se connecter dans la chaîne. Le patient ayant suivi de fait effectué ce jour. Donc on choisit le service qui est oublié là. Et là je dois faire commencer à tourner en mobilité. Et là je suis connectée. Bonjour monsieur, je viens consulter votre pièce. Donc du coup, là on va rentrer la phase de cicatrisation. Donc c'est pas très beau, c'est inflammation, détertion. Donc le lead d'appelée c'est l'appelée en elle-même. Chez ce monsieur il y a de la fibrine. L'aspect de la pompe érectionnelle c'est la pompe autour de l'appelée. Donc chez ce monsieur il y a une petite macération. Information complémentaire, j'ai effectué une détertion. Ah, voilà, c'est tout pour moi, monsieur. Au revoir. Donc, grâce à ce témoignage de ce client partenaire, nous avons pu illustrer l'expérience mobilité avec le soignant et sa tournée de surveillance. Enfin, voyons côté médecin nos solutions mobiles que nous pouvons lui mettre à disposition. Donc nous avons tous en tête l'expérience d'un médecin qui va pouvoir accéder donc à la chambre du patient et qui d'un seul coup d'œil va pouvoir voir la feuille et la pancarte papier accrochée au chevet du lit. Cette feuille papier qui affichait donc l'évolution des courbes et qui permettait au médecin d'avoir une vision assez claire finalement de l'évolution des choses pour le patient, de l'état du patient en entrant dans la chambre. Aujourd'hui, pour des questions de confidentialité, cette feuille papier a disparu. Et nous souhaitons rendre ces informations à disposition du médecin directement sur sa tablette, au chevet du patient, grâce à une feuille de surveillance qui va lui permettre de visualiser l'évolution des paramètres vitaux dont il a besoin pour évaluer l'évolution de l'état du patient. Et on va le pousser l'information également au médecin, c'est l'information qui vient à lui et il ne va pas devoir s'inquiéter d'aller récupérer de l'information
notamment importante avec l'arrivée de résultats de labo qui serait critique et s'en préoccuper en allant voir des listes de manière récurrente pour vérifier ces arrivées de résultats. Ici, c'est une notification qui va directement arriver sur son smartphone mobile et qui va pouvoir l'informer de l'arrivée de résultats labo dont il doit prendre connaissance. Donc c'est ici une capacité aussi à réduire la charge mentale du médecin à travers ces deux cas d'usage. Une dernière illustration qu'on voulait partager avec vous qui concerne cette fois la recherche clinique. On le sait, il y a une importance toute particulière à pouvoir visualiser si le patient qui est hospitalisé est inclus dans un essai thérapeutique ou pas. Et si oui, lequel? Dans nos solutions Hospital Manager, nous offrons la possibilité d'identifier si le patient, tout au fil de sa prise en charge, est inclus dans un essai thérapeutique ou pas, avec le détail donc de l'essai et les références de l'essai dans lequel il se trouve. Là aussi, c'est quelque chose qui va rassurer le médecin, rassurer les soignants, puisqu'ils n'ont pas besoin de se préoccuper de savoir si le patient est en essai ou pas. On leur apporte l'information tout au long de sa prise en charge directement dans Hospital Manager. Merci Grégory. Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le changement de la réglementation, les impacts sur l'organisation, la mise en place de nouveaux process. Et parfois, quand on découvre le changement, ben on est un petit peu comme face à un grand plan avec des flèches, des nouveaux process, des alinéas, des exceptions à la règle, bien sûr. Et attends, tu peux changer. Ouais. Et donc en fait, la réalité, c'est qu'en fait, on est dans un environnement qui change de plus en plus vite, de plus en plus souvent. Et l'idée, bien sûr, n'est pas de remettre en cause les objectifs de qualité, d'efficience, d'organisation. Mais l'idée, c'est quand même de dire que tout cela, au quotidien, il ne faut pas occulter les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels. Et chez Software Medical, nous pensons que c'est à nous de contribuer à simplifier, à réduire cette complexité. Mais les mois qui viennent de passer nous l'ont montré, tout peut parfois changer très vite. Et dans ces cas-là, comment nous, en tant qu'éditeurs, comment limiter les risques, comment anticiper le changement? Et en fait, on va prendre une analogie avec l'industrie. Vous reconnaissez tous donc les aspirateurs de James Dyson. Et je vais vous poser une question. Combien de prototypes ont été réalisés avant d'aboutir à la première version de l'aspirateur Dyson? Non, en plus, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Tu peux... Donc, en fait, la réponse à ce changement, c'est le prototypage. Alors là, malheureusement, vous ne le voyez pas à l'écran, mais l'idée, c'est qu'en fait, le prototype, c'est un outil qui, nous, on dit dans notre jargon que ça nous aide à dérisquer, à valider nos hypothèses de conception pour réduire le risque pour être là au bon endroit, au bon moment, avec la bonne solution. Et ces prototypes, en fait, ils ont une mission, c'est d'être testés. C'est qu'en fait, on va les tester avec les utilisateurs et on va prendre encore leur feedback, on va itérer et on va continuer à améliorer. On va analyser toutes les données qui sont basées sur les retours, bien sûr, de ces tests. Et on va voir, voilà, là, par exemple, vous avez affiché à l'écran une grille de scoring de l'expérience. Et tout cela, en fait, c'est une démarche rationnelle de conception qui est totalement inspirée des sciences expérimentales, absolument. Et c'est ça, en fait. Quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut dérisquer les sujets. Et donc voilà, la réponse était 5127. 5127 prototypes d'aspirateurs. Ça fait beaucoup. On n'en est pas encore là. Mais on ne fait pas d'aspirateur non plus.
Merci Nicolas à nouveau pour ces exemples et ces illustrations éclairantes sur le prototypage. Un contexte de recherche clinique. On parlait de process en tout cas difficiles à mettre en œuvre. Les centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers qui font de la recherche ont cette responsabilité de pouvoir constituer des cohortes de patients, notamment pour des recherches à visée rétrospective ou dans des recherches, dans des constitutions de cohortes de patients à inclure dans un essai. Donc dans ces contextes-là, et la responsabilité de ces établissements, il y a une véritable complexité liée au volume de données représentées et surtout à la nature des données qui sont très différentes. Deux chiffres ici pour illustrer les propos. 604 256 patients qu'on illustre ici dans le bassin de population, dans la base patient. Et on voit que dans nos outils, puisque là c'est une capture d'écran de nos outils, les différents critères de sélection qu'on a pu appliquer nous permettent de déterminer qu'on a 5 patients qui entrent dans les critères d'inclusion. Donc on voit que pour arriver à 5 patients vis-à-vis de cette base des 604 000, un certain nombre de mécaniques s'appliquent, surtout des techniques de recherche sur des gros volumes qui sont appliqués. Et donc la capacité de fournir la bonne information rapidement aux établissements qui souhaitent et aux différentes personnes qui contribuent à la recherche pour retrouver les bons patients au bon moment. Un autre sujet, mais qui s'inscrit également dans le cadre de la réglementation. Donc on parlait des process et des réglementations qui pouvaient être perçues comme des contraintes. Ici, le but est de faire de la réglementation un levier. Prenons l'exemple de la conciliation médicamenteuse. On le sait, c'est un sujet qui fait l'objet maintenant de manière obligatoire d'exigences réglementaires, notamment d'afficher des indicateurs CAQES, de fournir des indicateurs CAQES. Et c'est un critère qui apparaît maintenant dans les certifications d'établissement, dans la certification HAS. Et il est vrai que les établissements qui n'ont pas de solution intégrée, qui utilisent la conciliation dans un cadre différent, que ce soit le papier ou en tout cas en dehors de leur système d'information, vont être confrontés à de grosses difficultés pour sortir ces indicateurs et également pour justifier de la bonne atteinte de ces critères au niveau de certification. Aujourd'hui, avec la solution Hôpital Manager, nous avons donc une conciliation médicamenteuse qui est totalement intégrée au circuit du médicament. On le sait, qui permet de sécuriser les phases transitoires, que ce soit l'entrée et la sortie du patient, qui sont des phases critiques qu'il faut sécuriser pour prévenir des erreurs médicamenteuses. Cette solution, couplée à nos solutions de business intelligence, permettent de sortir les indicateurs CAQES, donc facilement et aisément pour les établissements qui l'utilisent. Et enfin, je peux vous partager aussi une information récente qu'on a eue avec un établissement client qui a passé une certification HAS donc, et qui a eu une certification avec une mention, notamment parce que l'auditeur a mis en avant en tout cas les bénéfices de la conciliation médicamenteuse intégrée au circuit et informatisée avec nos solutions. Merci Grégory. Donc le deuxième point sur la réduction de la complexité liée aux contraintes réglementaires, c'est le sujet du codage de l'information médicale. C'est-à-dire que ces activités de codage, souvent c'est perçu comme du temps administratif. Et l'idée, c'est pas de remettre en cause le codage ou la description de l'information médicale. Et l'idée, c'est que pendant que les gens font ça, ce n'est pas du temps produit au bénéfice direct du patient. Et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé chez Software Medical depuis une dizaine d'années, à travers différents paliers. Le premier, c'était des propositions de codage contextualisées en fonction de différents critères pour faire gagner du temps au codeur. Puis la deuxième étape, c'était ce qu'on appelle le codage induit. C'est-à-dire qu'il y a une action, métier qui est réalisée dans un dossier patient, un accueil d'un rendez-vous ou une validation d'un formulaire ou la validation d'un soin qui va engendrer, qui va produire, sans que le soignant le sache, en soit conscient,
un codage, un élément de codage. Et le troisième point, c'est donc l'automatisation du codage, c'est-à-dire que c'est la machine qui remplace l'activité de codage. Et vous avez à l'écran le monitoring d'un démarrage d'Hospital Manager. Donc vous avez le temps en abscisse et le nombre de codages en ordonnée. Et chaque couleur correspond à un utilisateur. Et vous voyez que la deuxième semaine, il y a un utilisateur un peu bleu foncé qui intervient. Cet utilisateur, c'est Hospital Manager en fait, qui notamment a très largement déchargé l'utilisateur vert de ses tâches de codage. Donc, voilà un moyen de gommer quelque part la complexité réglementaire pour dégager du temps aux utilisateurs. Merci Nico. Là. Et un dernier exemple qu'on voulait illustrer pour la facilitation de la mise en œuvre de process et de méthodes. Parlons de la mise en œuvre de la cotation CIPS dans les établissements. Donc on sait que la cotation CIPS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une méthode efficace d'évaluation de la charge dans le soin. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez chronophage pour les soignants puisque les soignants doivent analyser dossier par dossier quotidiennement pour pouvoir scorer correctement ces différents dossiers et bénéficier du coup de ce modèle. Notamment de savoir comment le service va se situer d'un point de vue staffing, en termes de staffing d'établissement, de service, vis-à-vis de la charge en soins du service. Donc l'objectif ici a été de travailler avec nos établissements partenaires pour pouvoir valider, étudier une méthode qui correspondait à l'automatisation du scoring CIPS. Et cette proposition automatique, comment on la réalise? À partir de l'analyse de données, en essayant de constituer des modèles statistiques sur du machine learning. Et ce machine learning permet donc de déterminer ces scores de manière automatique, avec un score de fiabilité bien sûr, puisqu'on le sait, le tout n'est pas de déterminer de manière automatique les scores, mais il faut aussi pouvoir annoncer un niveau de fiabilité sur le score. Et une fois ce score connu, le soignant peut d'ailleurs prendre en compte s'il doit revérifier ou modifier en tout cas le score qui est proposé automatiquement. Évidemment tout cela avec une boucle de feedback qui permet aux soignants aussi de faire un certain nombre de retours sur ce qu'il fait. Et on analyse les retours en permanence pour améliorer le moteur de machine learning. Troisième et dernier point, c'est celui de la volonté des soignants d'associer le patient à la démarche thérapeutique. Et c'est donc un sujet qui tire celui de l'expérience patient. Une étude réalisée en 2017 aux États-Unis par Deloitte fait un lien de corrélation directe entre les notes d'expérience patient des établissements et les notes liées à l'organisation de la qualité des soins. Et en termes de bénéfices patients, les établissements qui avaient les meilleures notes d'expérience patient avaient le meilleur taux de réhospitalisation à 30 jours. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante. Et dans cette étude, il y avait tout un tas de choses. Et il y avait deux éléments assez forts qui ressortaient. C'est que l'expérience patient, bien évidemment, ce n'est pas un sujet nouveau. Ça existe depuis, je sais pas, Hippocrate, Asclépios. Et c'est, je crois, le sens premier de l'engagement des professionnels qui s'occupent des patients. Et le deuxième point, c'est que l'expérience patient, c'est un vecteur de performance. Depuis quelques années, c'est inclus dans la certification. Et en fait, il y a un vrai cercle vertueux entre l'expérience patient et l'expérience soignant. C'est-à-dire que l'expérience patient, elle a comme bénéfice qu'un patient qui est associé à la démarche thérapeutique va mieux recevoir, il va être plus réceptif à son traitement. Il prendra mieux son traitement et il y a des vrais résultats objectivement démontrés par cette étude de Deloitte. Il sera aussi plus fidèle à l'équipe soignante, à la structure ou à l'établissement. Et un établissement dans lequel est promue l'expérience patient renforce quelque part l'expérience collaborateur et
parce que ça renforce le sens de la mission des soignants au quotidien. Donc on peut vraiment parler de cercle vertueux entre l'expérience patient et l'expérience soignant. Nicolas, tu parlais de cercle vertueux à l'instant. Quoi de plus vertueux qu'un médecin qui va pouvoir rentrer dans la chambre du patient, qui va se retrouver à proximité de lui, à son chevet, avec la possibilité de dicter une observation en regardant dans les yeux le patient, de manière justement à pouvoir mieux l'associer à sa prise en charge. C'est aussi l'occasion pour le médecin à son chevet de pouvoir partager des images, des résultats d'images en tout cas, directement depuis une tablette, et surtout de pouvoir lui montrer précisément les problèmes qu'on peut voir apparaître, même pour un œil non averti, directement sur l'image, les problèmes, et surtout de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ça, de manière à améliorer la proximité et surtout associer le patient à sa prise en charge, comme le disait Nicolas, avoir ce cercle vertueux d'expérience patient améliorée. Et enfin, on parle de démarche thérapeutique, et la démarche thérapeutique peut être expérimentale parfois. C'est le cas de l'essai thérapeutique, où le patient est associé à un essai, on l'inclut dans un essai thérapeutique, et quand le patient donc quitte les murs de l'établissement et se retrouve en ville, il est important de pouvoir suivre ce qui s'y passe. Et pour cela, on va lui mettre à disposition des outils qui vont lui permettre, depuis son domicile, sur son smartphone ou une tablette ou son PC, de saisir des questionnaires qui vont lui être mis à disposition au bon moment. Le patient va pouvoir remplir ce questionnaire donc, et les réponses à ce questionnaire vont pouvoir être analysées et générer des alertes automatiques, notamment en direction de l'attaché de recherche clinique, qui va pouvoir être notifié sur son téléphone portable directement, d'une suspicion en tout cas d'alerte au vu des réponses qu'a pu apporter le patient depuis son domicile, d'évaluer la situation et de lui proposer, si c'est nécessaire, une réhospitalisation en tout cas et d'anticiper un problème. Pour conclure ce premier live Vie Santé, on a parlé de beaucoup de choses. Ce que je retiendrai effectivement de cette présentation, c'est qu'il faut commencer par le départ. C'est le fameux Start with Why. Et il faut partir des problèmes qu'on rencontre, des problèmes qu'on souhaite résoudre pour partir bien sûr vers la solution. Vous voyez le petit diagramme, l'intersection en fait c'est l'innovation. C'est comme ça qu'on représente l'innovation dans le design thinking. C'est la prise en compte des aspects de désirabilité et d'utilisabilité des êtres humains, la viabilité pour l'entreprise et la faisabilité technique. En fait, quand on est au milieu et qu'on continue à itérer, à collaborer et à faire preuve d'empathie, c'est comme ça que l'innovation se crée. Et je crois que certaines choses ne se décrètent pas. L'innovation, en fait, c'est pas une intention, c'est le fruit de quelque chose. C'est le fruit d'une juste réponse au bon problème. Et pour y arriver, je crois que s'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, d'écoute, adopter une posture de questionnement permanent plutôt que de réponse à tout, et là ça rejoint la citation sur le changement permanent, être toujours en quête d'expérimentation et de feedback. Et donc c'est vraiment, avant tout, l'innovation, c'est amener des réponses à des problèmes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des questions dans le chat. Okay. Merci à tous. Très bien. Eh bien, merci à vous pour ce premier live e-santé. Rendez-vous demain pour je crois que ce sera le Ségur, si mes souvenirs sont bons. Merci beaucoup. Merci.